Bienvenue à cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage sur les antennes de Truth TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles sur les plateformes YouTube et Facebook de ces deux médias. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour également à mes deux juges au siège, Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha. Bonjour. Oui, bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour Président Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, au Burkina Faso, la question de la réconciliation nationale fait débat. Le candidat réélu Rochma Christian Kaboré en avait fait une promesse de campagne, on s'en souvient. Également, la question divise l'opinion publique. Un ministère plein est dédié à cette problématique. Comment on va à cette réconciliation nationale? Faut-il privilégier le triptyque vérité, justice, réconciliation? Ou faut-il encore explorer d'autres voies comme la justice traditionnelle? Nous aurons la lecture du ballet citoyen qui sera représenté sur le plateau par Serge Bambara, bien connu sous le nom de Smokey. Mais ça sera après cette petite virgule. Alors, messieurs les juges, on commence par vous. Bernard Bougouma, qu'est-ce que vous avez retenu comme avant-propos pour cette convocation? Mon avant-propos est un extrait du Conseil des ministres d'hier, donc au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, on dit que le Conseil, le premier rapport est relatif, non ce n'est pas ça, oui c'est ça, est relatif à une autorisation de conclusion de 8 marchés de prestations intellectuelles par procédure d'entente directe dans le cadre du projet de réalisation d'un technopôle pharmaceutique à Kokologo dans la province du Boulkemde. Et donc en précision, le Conseil dit qu'il s'agit de faire des études du futur site devant abriter des unités industrielles pharmaceutiques, des laboratoires pour la recherche et la formation et d'un espace d'accueil de tradis praticiens conformément aux engagements du président du Faso dans le cadre de la riposte à la Covid-19 et autres maladies infectieuses. Bon, le Conseil a marqué son accord pour le reste. Ce qui m'intéresse, c'est ici l'érection des sites d'un technopôle pour abriter des laboratoires, industries pharmaceutiques et puis un espace d'ailleurs pour tradis praticiens. Je ne sais pas, cet espace d'accueil pour tradis praticiens n'a pas donné de précision. C'est juste un espace d'accueil ou bien c'est un espace également pour que les tradis praticiens puissent développer leurs produits. Ces précisions là pas. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que nous sommes également dans une logique de pouvoir trouver un site pour de la pharmacie, pour des laboratoires et pour la formation d'un certain standing. Donc c'est vrai que l'étape est à l'étude des faisabilités, c'est beaucoup plus les questions techniques. C'est cette étape-là. Bon, rien ne prouve que si le site n'est pas conforme aux besoins, ça ne va pas être délocalisé. Mais ici, c'est l'intention qui retient mon attention. Donc, plusieurs années après les indépendances, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Donc, je pense également que c'est une initiative, en tout cas, qui était attendue, revendiquée d'ailleurs par les acteurs du milieu et par les Burkinabés. C'est vrai qu'un particulier avait tenté de créer une usine de fabrication de gants et de seringues. Le projet somnol, on ne sait pas à quel niveau exactement il est. Le lancement des travaux avait été effectué, mais les travaux ont eu de la peine à démarrer sur le site qui avait été retenu. D'ailleurs, c'est à Balkui qui avait été retenu pour les travaux. Personnellement, j'y étais au lancement pour voir comment est-ce que de quoi ça retourne. Finalement, les délais sont épuisés. L'usine n'a pas tourné. Il y a eu un gros retard dans la reprise des travaux. Je ne sais même pas si à un moment, parce que j'en avais fait un avant-propos ici, pour savoir pourquoi est-ce que ce projet-là traîne. Donc le gouvernement prend le devant pour un autre projet d'une autre envergure. J'ai dit également ce sont ces engagements qui viennent des chefs de l'État que nous attendons. C'est un projet porteur d'espoir. Reste à ce que tout se déroule bien pour qu'on puisse avoir également des centres de formation d'un bon standing, mais aussi qu'il y ait une industrie pharmaceutique et que nos produits locaux, nos produits traditionnels qui
la médecine traditionnelle puisse également avoir voix au chapitre. Quand vous regardez la médecine indienne, la médecine chinoise qui vient ici, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont des produits traditionnels qui ont été confectionnés de façon moderne pour rendre l'emballage beaucoup plus attractif et le produit beaucoup plus présentable. Ce ne sont pas des choses que nous, Burkinabés, nous ne pouvons pas aussi faire avec nos poudres. D'accord. Merci pour cette clé de lecture. Moi, je vais m'intéresser à la Libye, qui hier mercredi fêtait les 10 ans de sa révolution. 10 années qui font qu'on se pose aujourd'hui une question. Sommes-nous dans une situation meilleure que ce que l'on dénonçait sous Kadhafi? Je pense que la réponse, elle est unanime. C'est bien non. On a aujourd'hui un pays qui est bien divisé. Vous prenez de l'Est à l'Ouest, c'est vraiment un pays qui est très divisé. Vous regardez au fond, qu'est-ce qui matérialise cette division? Vous allez voir, il y a 2 parlements, il y a quoi? Ils ont 2 armées. Ils ont aussi même 2 banques centrales qui chacune bat monnaie. Donc, on est dans 2 pays en un. Et c'est ça la Libye d'aujourd'hui. Et quand vous regardez, après, il y a quoi? Près de 300 milices, nous dit-on. Il y a 40 qui ont vraiment pion sur lui, qui sont reconnus et qui ont créé aussi une nouvelle classe de riches qui sont à la fois puissants par les armes et par l'argent. C'est le chaos. Et un chaos dans lequel il y a une forte responsabilité de ce qu'on pourrait appeler communauté internationale, qui n'existe pas quand on parle du cas libyen, puisque c'est des intérêts qui s'expriment là-bas. Et c'est pour le malheur des Libyens aujourd'hui. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. On pourrait tout reprocher à Kadhafi, c'est vrai, mais je ne pense pas que la Libye d'aujourd'hui le serait sous cela le serait sous Kadhafi. On avait un sort qui était vraiment différent. Il parvenait avec ces méthodes qui pourraient être critiquées à tenir aussi un pays qui n'était pas facile. Avec l'argent du pétrole, avec les dollars, en tout cas, il parvenait et aussi avec le bâton, il parvenait à tenir ce pays-là. Il y avait peut-être à recadrer beaucoup de choses avec le guide et quelquefois c'est comment dire cela, ces volontés qui sont et ces ambitions qui pouvaient paraître quand même énormes, mais il y a la réalité que on n'a pas bonifié. Il y a l'OTAN qui a tué un guide, ça il faut le dire de façon très claire. Et puis ce qui devrait être fait après, comme le disait c'était le président tchadien ou nigérien, je ne sais plus, il parlait du service après-vente qui n'a pas été fait. Parce que à la fin on a tué Kadhafi et puis on s'est jeté comme des charognards sur les richesses du pays. Tant que le pétrole coule, ça continue. Tant que les puits, on continue de sceller des accords avec, d'une façon ou d'une autre, même pas contre forcément de l'argent, contre des armes et tout, ça continue et ça fait le bonheur de certains, mais le malheur des Libyens. 10 ans après, est-ce que l'intervention de l'OTAN a vraiment apporté quelque chose aux Libyens? Je reviens encore sur la même réponse. Non, le chaos il est grand et c'est dans ce contexte-là que l'ONU nous annonce pour décembre 2021 des élections, je sais pas, présidentielles et législatives. Tout le monde convient que les délais ne vont pas tenir. Regardez tout ce qu'on annonce, les accords qu'on a pris pour faire entrer dans les rangs toutes ces milices-là, ça n'a jamais prospéré. La dernière au Maroc, vous avez, il y avait au Maroc une grande rencontre sur les différentes milices qu'on connaissait. J'ai parlé d'une quarantaine qui ont pion sur rue. Les sanctions, ça n'a jamais porté, puisque personne n'est sincère dans la question libyenne. On a voulu descendre un homme, Kadhafi, mais on n'a pas pensé à un peuple, on n'a pas pensé à ce qu'il fallait, pas offrir, mais construire après. Et ça, c'est dommage. Ils ont tué Kadhafi, il n'y a pas eu le service après-vente comme dirait l'autre. Et puis, je ne pense même pas qu'ils sont venus pour le bonheur des Africains. Souvent, c'est ce qu'on devrait comprendre à la fin. Et le cas libyen, pour moi, est un cas patent. En tout cas, merci pour cette lecture de la situation en Libye. Nous allons à présent nous intéresser au sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. Comme je le disais en début d'émission, la question de la réconciliation nationale fait débat. Le président Roch-Marc Christian Kaboré en a fait une priorité. Un gouvernement plein a été justement mis en place pour s'occuper de cette question-là. Mais comment aller à cette réconciliation nationale? C'est la grosse question. Pour certains, il faut aller vers le triptyque vérité, justice, réconciliation. Pour
certains, il faut oser une justice transitionnelle. En tout cas, la question fait débat. Et comme je le disais, le ballet citoyen s'y est intéressé à donner son point de vue. C'était le mardi 16 février dernier au cours d'une conférence de presse. Nous avons sur ce plateau Serge Bambara, très bien connu sous le nom de Smoké, qui représente le ballet citoyen. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'accord. J'essaie encore de reprendre mon souffle. C'est ce que j'allais me dire, Adam. Je me sens en train de souffrir. D'accord. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons peut-être poser une question comme ça. Le ballet citoyen, un mouvement très bien connu, qui s'est affiché pendant cette histoire récente du Burkina Faso qu'on a connue, l'insurrection populaire. Aujourd'hui, comment se porte cette structure-là ? Écoutez, ça va, nous portons assez bien. On continue de mener nos activités de veille citoyenne, même si beaucoup de nos détracteurs pensent qu'on a arrêté. Non. On est à déjà plus de... Je pense qu'on a organisé au moins 18 projections débats, au moins 8 conférences sur des thématiques comme le foncier, comme la question de l'eau, etc., de l'assainissement, sur le contrôle citoyen, etc., etc. Donc on fait de la formation, de la sensibilisation. Et voilà, on est toujours dans notre mission de veille citoyenne, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle d'OSC au Burkina Faso, à tort et à raison, certains se posent la question qui est derrière, quel acteur politique est derrière. Alors pour le cas du ballet citoyen, après près de 7 ans d'existence, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu vous départir de cette étiquette-là ? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas chercher toujours la petite bête. Il n'y a personne derrière le ballet citoyen. Il y a des convictions. Il y a la volonté d'afficher son burkindi, de respecter un peu notre devise. Il y a cette ambition-là de vivre un Burkina Faso meilleur. Avec une certains n'hésitent pas de vous donner Zida comme parrain. Écoutez, la suite a prouvé que ce n'était pas le cas, puisqu'on n'a vu aucun des 6 balles ou des 6 belles membres du mouvement soutenir éventuellement la candidature de Zida. Donc je crois que c'est normal, il est de bon ton que chacun s'exprime, chacun dit ce qu'il pense, mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que c'est simplement un mouvement citoyen, une association qui essaye qui vise des objectifs, et ces objectifs sont un peu plus nobles. Ce n'est pas se remplir les poches, puisque personne n'est payé dans ce mouvement pour faire ce qu'il fait. C'est simplement participer au meilleur développement de ce pays-là. Alors nous sommes à l'étape de généralité. Je ne sais pas si les juges ont une question à ce moment avant qu'on ne rentre justement sur la question de la réconciliation nationale. Comme on parlait de engagement citoyen, donc ballet citoyen et parti politique, c'est vrai que pour Zida, on sait qu'il y avait une candidature, il y a eu des soutiens à côté. Clairement, le ballet citoyen, on l'a pas senti derrière, d'aucune façon en tout cas, mais on a vu certains des vôtres quand même vous quitter pour des offres politiques, pour créer d'abord un parti politique. C'était un peu court, donc ils ont présenté des listes pour les législatives. Il y a Maître Cam Guervé par exemple. Pour beaucoup, il allait avoir un cordon difficile à couper. Est-ce qu'il est vraiment coupé ? Il est coupé, c'est-à-dire que évidemment nous maintenons quand même des liens d'amitié, des liens fraternels, parce que nous avons fait un parcours à un moment donné ensemble. Mais je dis encore et je répète, le ballet citoyen c'est une école, et comme toute école, vous venez, vous apprenez, après vous êtes libre de vos ailes, de vous envoler, d'aller là où vous voulez. C'est pas parce que vous avez fait votre formation, je ne sais pas moi, à Toussiana, au collège de Toussiana, que vous allez rester éternellement dans ce collège-là. Vous allez après essayer de toute façon de grandir, et puis nous espérons simplement que les valeurs qui étaient défendues au sein du mouvement là continueront à être défendues par ceux-là qui veulent briguer la magistrature suprême, ou en tout cas entrer dans l'exécutif. Tout parti cherche un vivier, le ballet n'est pas un vivier pour le sens, mouvement sens. Le ballet doit être un vivier pour tout citoyen intègre, pour tout militant convaincu qui se dit en tout cas plus ou moins héritier de certains aînés comme Norbert Zongo ou Thomas Sankara. C'est ces valeurs-là qu'on veut défendre tout simplement, et on espère bien être un vivier pour toute personne qui va... Mouvement Sens comme parti politique aussi. Je pense que tout le monde a le droit d'être membre ou militant du ballet citoyen. La seule différence, c'est que, et ça c'est inscrit dans notre charte et dans notre règlement, personne ne peut être issu d'un parti politique et exercer, comment dirais-je, une prise de décision quelconque.
dans nos structures. Voilà, vous pouvez être un simple militant de base si vous êtes membre d'un parti politique, mais pas décider dans les instances. Et ceci est fait justement pour protéger, pour ne pas protéger nos ambitions et pour ne pas que effectivement à un moment donné on ne sache plus qu'on soit jugé parti en même temps, qu'on scie la branche sur laquelle on est nous-mêmes assis. D'ailleurs, Cam, il est toujours l'un de vos sympathisants, il est toujours membre du Balai Citoyen. Non, il n'est plus membre du Balai Citoyen, il a dû présenter sa démission comme d'autres qui ont rejoint Chance. Forcément, il fallait qu'il démissionne et ils l'ont fait. D'accord. Juge Bougma. Non, parce que des questions de généralité, j'en ai pas. D'accord. Alors, peut-être qu'on va rester dans ces questions-là. Lors du point de presse, c'est vrai que la question de la réconciliation nationale a été évoquée, mais il y a aussi eu des sujets d'intérêt, je dirais, d'ordre national. Il y a la question de la double facturation aujourd'hui pratiquée par l'ONEA. Il y a la question sécuritaire. Revenons justement à cette question liée à la double facturation. Aujourd'hui, quelle est votre lecture là-dessus? Est-ce que vous avez, je dirais, touché les responsables de l'ONEA avant ce point de presse-là? Écoutez, je pense que c'est aussi l'objectif d'un point de presse, c'est d'alerter une certaine opinion, de sorte qu'on puisse enfin nous tendre une oreille attentive. Et je crois que la conférence de presse a quand même fait quelques émules, puisque nous sommes désormais en contact avec les responsables de l'ONEA, que nous devons rencontrer d'ailleurs très incessamment à ce sujet-là, parce que c'est un scandale, effectivement, et que insister, s'entêter à maintenir une position qui n'arrange personne, parce qu'on est tous victimes de cette hausse brutale des coûts par les temps qui courent, en plus en pleine crise du Covid et d'insécurité, les gens n'ont plus les moyens de déplacer, etc. Vous devez jouer ce rôle fédérateur, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le minimum quand même, la base c'est quand même d'avoir de l'eau, quoi, et à moindre coût. Donc nous exhortons effectivement les autorités en charge de cette question-là de suspendre cette question, cette double facturation là, parce que tout le monde s'en plaint. Et c'est le cas de le dire. Moi-même, j'en ai été victime, ainsi que mes camarades et même mes voisins. Donc, éventuellement, programmer une audit technique et autres sur l'impact que ça peut avoir éventuellement sur les foyers, afin de trouver un meilleur système, un système plus adapté ou, en tous les cas, revenir à l'ancien système. Juste va. Bon, peut-être sur la question de l'ONEA, moi j'aurais pas forcément une question mais un commentaire. Je pense que sur ce plateau-là, nous on l'avait déjà aussi abordé, tant et si bien que moi j'étais allé rencontrer, je le rappelle encore, la direction de l'ONEA. Je suis allé avec quelques factures, on m'a sorti les consommations, on m'a fait les calculs et tout. Mais vous savez, je disais toujours, hein, on n'explique pas à quelqu'un son mal. Quand on vient le rencontrer, c'est pour lui apporter un remède. À la vérité, c'est que tout le monde constate que et pour toutes les factures qu'on a envoyées, ça a été la même chose. Passer un cap, on a des montants de factures qui deviennent différents. Il y a eu une hausse inexplicable, ça c'est clair. On sent qu'ils ont tenté de réajuster, mais on n'est plus revenu dans les proportions d'avant. Comment est-ce que cela pourrait s'expliquer pour tout le monde? Ça pose véritablement problème. Ça pose véritablement problème. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui sont légitimes. Et quand vous entendez même, au sortir d'un conseil des ministres, je rappelle des propos du porte-parole du gouvernement, lui dit lui-même en a été victime. Et dans le gouvernement, il y en a plein qui en ont été victimes. Et eux-mêmes se posent des questions sur ce nouveau système-là. Donc c'est quelque chose de partagé. Une personne peut se tromper, un groupe peut se tromper, mais tout le monde se tromper, c'est vraiment un peu difficile, et puis pendant une aussi longue période. Donc ça intime qu'on puisse revoir la chose. Et puis pourquoi est-ce qu'on tient forcément à un système qui a du mal à passer? Si ce n'est que ça fait un bien, mais lequel? Pécunier pour l'ONEA, auquel cas qu'on dise peut-être clairement qu'il y a une nouvelle facturation, ce que j'avais posé comme question à la direction, qui a été formelle, pour passer à une nouvelle facturation, il y a un process, il n'en est pas question et ça n'a pas été. Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'on passe de montant X à X plus? Mais on vous sort aussi vos consommations. Bon, maintenant, comment est-ce que la consommation de tout le monde on peut augmenter en un temps? Est-ce que le conteneur intelligent? Il y a beaucoup de questions qu'il y a derrière. En tout cas, c'est le commentaire que je me permets, mais ça... Soit on revient à l'ancien système,
mais soit ça va continuer comme ça, les plaintes, ce ne sera pas facile. Alors, je reviens également sur un sujet qui a été abordé lors de votre point de presse, c'est notamment la question sécuritaire. Et sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits en interne, mais il y a aussi la mobilisation internationale. Et en lien avec ce qui s'est passé au Tchad récemment avec le sommet du G5 Sahel, il est ressorti la décision de maintenir les forces françaises dans la zone concernée, notamment le maintien de la force Barkhane. Quelle est la lecture aujourd'hui du Palais citoyen par rapport à cette problématique-là, notamment la présence de troupes françaises sur nos sols, surtout que ça fait débat? Mais notre position n'a jamais changé. Elle a toujours été constante. C'est qu'effectivement, notre pays a besoin d'être indépendant. Et notre pays a besoin de se défendre par lui-même. S'il y a des appuis techniques qui peuvent être apportés ou des appuis, je ne sais pas moi, sur les questions de formation, plutôt d'information notamment, surtout, c'est le plus important, ça peut être fait. Mais c'est vrai que la présence des troupes françaises, plus généralement en Afrique, pas seulement au Burkina Faso, n'est pas compréhensible. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, d'autant que cette initiative du G5 Sahel est une initiative, si je ne m'abuse, à l'origine française. Ce n'est donc pas une initiative africaine. Et comme toutes les initiatives qui ne sont pas nées et qui sont nées d'accords politiques internationaux que peu de populations comprennent, ce sont des accords qui, d'une manière ou d'une autre, ne donnent jamais, ne portent jamais de véritables fruits. C'est un scandale quand même que même des institutions telles que l'Union africaine ou même la CEDEAO aient des financements de l'Union européenne ou des États-Unis, etc. Comment on va financer une activité de réflexion entre Africains sur leur indépendance. Et c'est l'Occident qui va vous fournir les moyens pour que vous réfléchissiez à cette situation-là. Donc je crois qu'effectivement, on gagnerait à être résolument indépendant, à se passer de cette aide. Aidez-nous à nous passer de ce genre d'aide-là. Voilà. Mais face à cette fierté, vous l'avez dit, il faut être indépendant, il faut s'assumer. Mais à côté de cette fierté, est-ce qu'on ne doit pas opposer la réalité du terrain? Aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité? Mais la réalité du terrain, elle est là. C'est que malgré justement toute cette débauche de moyens dits intellectuels et physiques, l'insécurité continue à être en pente. On parlait de l'ONEA, tout ça. Moi, je parle de l'objectivité. Finalement, ce projet, qu'est-ce qu'il apporte en termes de sécurisation dans la sous-région? Les chiffres sont là, ils parlent. C'est vrai que de ci, de là, c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter les FDS et puis voilà, malheureusement de toutes nos condoléances aux familles éplorées. Mais en tout cas, il y a un combat qui se mène sur le terrain. Parfois, il y a des victoires qui sont gagnées. Et il faut aussi le reconnaître. Mais on voit bien quand même qu'il y a plus d'1 million de déplacés. Et l'objectif finalement, c'est que ces gens puissent aussi retourner dans leur contrée d'origine, vaquer à leurs occupations quotidiennes pour gagner leur pain et pour ne pas être des éternels assistés de l'État burkinabé. Donc c'est très important que ces zones soient regagnées et complètement sécurisées. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les déplacés sont toujours en vadrouille et ça pose un problème de santé publique, ça pose un problème de solidarité, bon voilà, c'est plein de choses quoi. D'accord. Oui, mais moi la question que je me pose, je caricature, vous êtes dans un genre d'incendie, vous trouvez que l'autre est trop lent ou bien qu'il ne jette pas l'eau là où il faut, est-ce pour autant que vous allez le congédier lorsque le feu encore vous dépasse? Je dis un peu, c'est dans la situation dans laquelle nous sommes. Vous prenez le cas malien, beaucoup avaient par exemple entrevu la discussion avec notamment certains terroristes, parce que pour beaucoup il y a des branches qui sont dues, mais quand les uns et les autres ont entendu comment on appelle ça, les préalables, c'est-à-dire que l'armée française parte, il y a beaucoup de puristes du domaine, je ne parle pas d'Européens, qui disaient ça c'est un moyen d'abord de fragiliser l'offre qu'on a pour les contrer. On a une réalité, c'est que nos offres domestiques, c'est-à-dire nos armées, petit à petit, au regard d'un certain nombre d'éléments, sont en train de reprendre du poil de la bête, mais on n'est pas encore au niveau de pouvoir assumer certaines choses au regard du pourrissement de la situation. Maintenant, quand on dit il faut qu'ils partent ici et maintenant, est-ce que dans la balance on met ce qui pourrait avoir comme... Je n'ai pas dit qu'ils partent ici et maintenant. Là, il faut qu'ils partent. Ici et maintenant, ça c'est une autre stratégie. D'accord. Moi j'estime que nous estimons à notre niveau qu'il faut travailler
à ce qu'ils partent. Il faut travailler à obtenir cette indépendance définitive là, et structurante pour nous. Parce qu'à l'avenir, si nous ne sommes pas capables de défendre notre pays, c'est compliqué. Si nous n'avons pas les moyens, cette indépendance militaire là, c'est compliqué d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Maintenant, en attendant, ils sont là. Est-ce qu'il n'y a pas une pression, à mettre pour qu'on sache clairement, parce que c'est ça, même quand on écoute dans le débat malien, ils sont là pourquoi? Parce que là où on les attend, et quelquefois il y a des rapports qui sortent sur la question du partage même des renseignements, pour beaucoup, on se dit que c'est pas si fluide. Bon, à quoi ils servent lorsqu'ils pouvaient servir mieux? Est-ce qu'il n'y a pas orienté aussi une pression dans ce sens? Mais exactement, c'est exactement ce que nous tentons de faire. En parler déjà, c'est une forme de pression. Prévenir est mieux que guérir. S'assurer quand même que ce sont véritablement les intérêts du Burkina Faso qui seront en définitive défendus et pas autre chose, et pas de la politique politicienne. Et quand on a parlé de la sous-exploitation des drones, vous avez des drones, vous pouvez sillonner tous les espaces aériens et vérifier, donner des véritables informations aux forces de défense et de sécurité, et que dans la réalité, celles-là même se plaignent de ne pas avoir suffisamment d'informations, il y a un problème, il faut en parler aussi. Je sais qu'il y avait des Nigériens qui en avaient parlé un temps, qui avaient alerté sur la question de ça, de drones qui étaient stockés, qu'on voyait s'envoler, mais après, peu de gens sur le terrain ont des retours d'informations liées aux questions stratégiques. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas un spécialiste de la question sécuritaire, ni vous ni moi d'ailleurs, nous ne sommes pas au cœur de leur organisation, mais nous pouvons nous contenter en tant que citoyens en tout cas d'admettre que le problème existe encore et qu'il serait bon que cette pression-là se maintienne pour que la solution soit trouvée au plus tôt dans l'intérêt de notre sécurité à tous. Oui, justement, vous dites que vous n'êtes pas spécialiste, on est d'accord. Maintenant, c'est comment ils partent, quand ils partent et comment est-ce que cela se planifie. C'est une contribution des organisations de la société civile. Alors, vous, au niveau du balai citoyen, pour vous, c'est dans 5 ans, c'est dans 2 ans, c'est dans 1 mois? Je ne saurais le dire. Comme je disais tantôt, je crois qu'il faut travailler. Il faut penser permanemment à récupérer cette autonomie-là. Parce que c'est primordial. Les questions de défense et de sécurité, c'est fondamental pour toute nation. Voilà. Et on ne peut pas la sous-louer à quelqu'un d'autre. Voilà. Et je crois que, objectivement parlant, on devrait déjà y penser, y compris au sein de ce projet G5 Sahel là. Pourquoi ne pas même faire en sorte d'une certaine façon de responsabiliser ces 5 ou 6 États qui sont impliqués là-dedans sous la tutelle de la France, de faire en sorte que la France ne soit plus membre de ce conseil-là de sécurité, ou en tout cas de le réinventer, de sorte qu'il soit plus proche de nous-mêmes, que nous ne pensions pas que ce sont des idées que les autres nous imposent. Alors, voilà. Mais la France dit que c'est vers ça elle est en train d'aller. Ah, ben tant mieux. Moi, je constate simplement que des institutions comme l'Union africaine, dont ça devrait être le credo, ou même la CEDEAO, ne font pas ce travail-là. Pourquoi on allait réinventer une structure, alors qu'il y a une structure, à mon avis, s'il y a une structure qui doit pouvoir garantir la sécurité de nos États, c'est bien l'Union africaine. C'est ce que je me dis, en tout cas, d'un extérieur en tant que novice en la matière, ça fait partie de ses prérogatives. Elle qui, à certains moments, faut-il le rappeler, intervient même politiquement pour stabiliser les États. On a vu sa position lors du coup d'État le plus bête du monde au Burkina Faso. La position a été claire pour une fois, que l'Union africaine condamne avec fermeté un coup d'État avant même que l'Union européenne intervienne. Et ça, c'était pour une fois une des rares fois bien jouées. Voilà. Maintenant, je pense que l'Union africaine peut entrer dans ces prérogatives de plein fouet, d'autant plus que des Kwame Nkrumah, des Sankara, des Lumumba en ont rêvé de cette Afrique-là effectivement unie. Mais quand on dit unie, c'est pas uniquement dans les domaines des idéologies ou du vocabulaire panafricaniste. C'est une armée africaine, c'est une monnaie africaine, c'est comment on appelle ça, un règlement africain de circulation de machins, etc. C'est des politiques de développement de nos États. Une coopération sud-sud. Voilà, une coopération sud-sud, franchement. Bernard Bougman, dernière question de généralité. Oui, non, je pense qu'on est sur la question sécuritaire. Hein. Sur la question sécuritaire, lors du sommet, il avait été donné
d'entendre en tout cas qu'il y aura un dégraissage des effectifs français. Finalement, Macron a dit personne ne bouge. Au contraire, le dispositif va être renforcé parce que c'est à un moment donné où ils sont en train d'avoir du résultat. Mais dans le même temps, il dit qu'ils ont identifié Agagali et Amadou Koufa comme des ennemis. Donc, il n'est pas question aussi de discuter avec eux. L'on se rappelle que quand le 2 mars, quand l'état-major du Burkina avait été tapé, à la suite de la déclaration de la revendication, le balai citoyen était sorti pour indexer la complicité avec l'ancien régime et tout. Alors aujourd'hui, est-ce que votre position a évolué par rapport à l'éventualité des discussions avec les terroristes? Les Maliens ont pris cette initiative. Ibeka ne l'avait pas réussi, ça n'a pas marché. Et ceux qui sont venus sont dans cette logique. Paris ne veut pas entendre parler. Nous pensons, notre position aussi, en règle générale, n'a pas changé. On ne doit pas négocier avec des terroristes, si tant est qu'ils sont des terroristes. Dans le mot terroriste, il y a le mot terreur. Si vous négociez avec ceux-là qui vous torturent, qui vous ramènent la terreur, finalement, je me demande finalement si vous êtes... est-ce que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas finalement coupable de ce qui va se passer éventuellement par la suite. Et après, qu'on nous dise concrètement, quel est le type de coopération on peut avoir avec des terroristes, si ce n'est leur offrir l'abri, si ce n'est les protéger comme l'ancien président l'a fait pendant de nombreuses années, si ce n'est coopérer avec eux jusqu'à se rendre coupable même de leurs actes dans certaines autres périphériques. Vous savez, le problème finalement n'est plus tellement la loi sur notre continent, c'est le non-respect de la loi. On met des lois en place, mais les gens peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. On dit on ne peut pas importer des sachets, et on ne peut pas importer des sachets noirs, utiliser des sachets noirs ou des sachets plastiques, et tout le monde en utilise et personne ne coupe pas, personne ne condamné. Donc c'est la même chose, je pense, d'une certaine façon, pour faire une allégorie avec une métaphore avec la question des terroristes. Comment vous voulez négocier avec des gens qui tapent partout comme ils veulent et qui se foutent de la vie humaine et qui se foutent des engagements? Et puis ils n'ont pas d'engagement, ceux-là, ils n'ont aucun sens de l'honneur. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut être ferme sur la question, ferme comme certains dirigeants l'ont fait. On a vu des décisions que des gens comme Kagame ont pris dans leur pays, que tout le monde aujourd'hui trouve effectivement courageuse. Il faut avoir le courage politique de comprendre qu'il y a certains individus avec lesquels on ne peut pas négocier. Ça, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que ce n'est pas le point de vue de tout le mouvement. Mais dans l'ensemble, je sais que effectivement, discuter avec ces gens-là sous-entend peut-être finalement se laisser corrompre par d'éventuelles collisions avec des gens qui sont coupables de crimes les plus atroces. D'accord. C'est comme si votre voisin vient s'installer chez vous parce que vous l'y avez invité, vous discutez, vous coopérez avec. Si votre voisin vient attaquer toute votre famille, jusqu'à même tuer vos enfants, que vous acceptez de vous mettre à table pour discuter avec lui des conditions de votre sécurité, il y a un problème, quoi. D'accord. Je pense qu'il y a un préalable avant tout, quoi. Alors, on va revenir sur la question centrale de cette convocation, notamment la réconciliation nationale. Sur cette question, la position du balai citoyen est claire. Il y a des termes qui ont été utilisés lors de votre conférence de presse. On parle d'un faux débat et d'une comédie institutionnelle. Les termes sont quand même assez forts. Ben écoutez, il faut des termes forts, il faut des termes chocs, je pense, pour que, d'une certaine façon, le message passe. Nous n'avons pas le monopole des termes forts. Confère Simon Comparé, qui en est un habitué éternel sous les cieux. Mais je crois qu'il faut aussi des mots chocs pour effectivement dire les vérités telles qu'elles sont. Nous disons simplement, si réconciliation il doit y avoir, qui doit se réconcilier avec qui? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, déjà, on n'a pas légitimé ce concept de réconciliation. D'ailleurs, même, je dirais même plus, la question est de savoir si vraiment les Burkinabés doivent se réconcilier avec quelque chose, ce n'est quoi si ce n'est pas la justice? Les Burkinabés doivent se réconcilier avec leur justice. C'est fondamental pour pouvoir croire finalement qu'il y a une autorité dans ce pays, qu'il y a des lois et que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, comme il veut. Voilà. C'est protéger les droits et les devoirs des citoyens. Et donc, ça passe effectivement par une vraie justice au service de tout le monde, pas seulement de ceux qui ont les moyens. Hein. Cette justice-là doit faire ce travail-là pour
d'une certaine façon, réconforter les citoyens burkinabés dans le fait qu'ils ont fait le bon choix. Okay. Ouais. On peut peut-être reprocher quelque chose à la procédure, peut-être à la manière ou le choix, le mode opératoire, mais quand on dit qu'il y a faux débat, c'est peut-être reconnaître la nécessité que les Burkinabés doivent se parler. Non, mais vous savez, le problème n'est pas... C'est-à-dire que les Burkinabés doivent se parler comme partout ailleurs. Vous devez parler avec votre épouse, avec vos enfants. Les Marois même doivent s'entendre, c'est ce que je disais tantôt. Est-ce que finalement on ne banalise pas la question quand on vous entend parler? Non, mais écoutez, quand vous parlez... Parce qu'on a connu des conflits communautaires, l'histoire récente du Burkina Faso avec l'insurrection populaire où il y a eu des morts. La question est quand même sérieuse. La question de l'amour est sérieuse, qui en parle? Parce que tout le monde sait que c'est évident. Tout le monde va applaudir si on dit qu'il faut de l'amour dans ce pays. Si on dit qu'il faut de la paix, tout le monde va applaudir. Mais ça sous-entend aussi que peut-être qu'il y a la guerre en bas. Le problème, c'est la focalisation sur ce vocable, la réconciliation. Et il y a des précédents dans l'histoire du Burkina qui ont prouvé que c'était des parodies de concepts pour simplement étouffer la vérité et c'était des primes à l'impunité. Qu'on fait une journée du pardon. Voilà, la montagne a accouché de moins qu'une souris. Et on a donné des permis d'impunité à beaucoup de gens dans ce pays, simplement sous le couvert d'une pseudo-réconciliation. Hein? On dit passer par la vérité et la justice, on a escamoté la vérité, on a fracturé la justice. Le Conseil des sages, ils ont fait des recommandations qui étaient claires. Dans les recommandations du Conseil des sages, il n'y avait pas éliminer la justice, il n'y avait pas amnistie pour ceux qui ont commis des crimes, etc. Et malheureusement, on a bien peur que c'est vers ce scénario-là que le concept de, comment on appelle ça, de réconciliation, on veut se diriger. Et c'est cela qui est intolérable, c'est cela qui est inacceptable, et il faut dès maintenant le dénoncer, parce qu'il y a des victimes. Les victimes aussi doivent guérir. Et pour que les victimes guérissent, il faut quelque part rendre justice à qui de droit. Quand on vous écoute, le problème, c'est pas la réconciliation, le déni, c'est pas ça, mais c'est plutôt le process, c'est plutôt le contenu qu'on met, c'est plutôt comment est-ce qu'on y va. Oui, non, mais c'est aussi ça, cela. Je rappelle, je crois que c'était Boniessa, Arsenier, non? Il y avait eu un projet comme ça de réconciliation sous Blaise avant l'insurrection, qui a complètement échoué, parce que les gens ont compris que derrière là, c'était juste des primes à l'impunité qu'on voulait mettre en place. Et c'est ce scénario-là qui plus ou moins essaye de se dessiner, et c'est ce scénario-là qu'il faut dénoncer. Donc nous disons, effectivement, est-ce que véritablement les Burkinabés ont besoin d'en faire, comment on appelle ça, des tonnes? Est-ce qu'on a besoin de créer un ministère uniquement dédié à la réconciliation? Ça, c'est le choix du gouvernement. Vous dites que c'est ce qui se dessine. Vous dites que c'est ce qui se dessine, mais il y a quelqu'un qui a ça à charge. C'est Zéphirin Diabré avec un ministère plein. Il était de tout le combat, hein. Je pense, vous étiez tous ensemble sur les questions Blaise Compaoré, vous avez rappelé la question de l'insurrection, beaucoup d'autres éléments. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être ces valeurs-là, qui n'a pas cette vigilance-là? Écoutez, c'est pas évident. C'est pas évident, nous attendons de voir. Pourquoi, si effectivement la question de la vérité et de la justice est fondamentale, pourquoi on ne l'a pas appelé réconciliation, justice et vérité? Pourquoi on l'appelle juste réconciliation? Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses, quoi. Pourquoi on ne parle pas? Et pourquoi quand on parle même avec certains comptables, même peut-être même, pas seulement de l'ancien régime, mais en tout cas les premiers promoteurs de cette réconciliation, c'est souvent eux, quand on parle de ça avec eux, toujours, ah oui, mais c'est bon, s'il faut faire table rase du passé, c'est ça leur argument. Table rase du passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire piétiner tout simplement les actes que certains ont commis, et ça c'est inacceptable dans un pays comme le Burkina Faso. Oui, effectivement, il y a eu un président. La journée même était fériée. Et quand Blaise Compaoré est parti, on l'a oublié. La journée nationale du pardon. Oui. Et curieusement d'ailleurs, c'est la veille qu'on se rappelle que demain c'est férié. Vous demandez à quel férié là? On dit c'est la journée des pardons. C'est peut-être une journée impopulaire. Là, il faut reconnaître. C'est également l'abus d'un travail qui a été fait par le Collège des sages. L'institution d'une journée faisait partie des recommandations, mais monsieur a sauté là-dessus. Beaucoup ont refusé. Donc sur les questions judiciaires, on a survolé. On s'est juste accommodé de quelque chose qui peine à tenir debout. J'ai dit même les colombes, pour ne pas les pigeons qui ont été lancés au stade, il y en a qui ont refusé de décoller. Donc ça veut dire qu'en son temps, c'était pas ça. Donc la crainte du balai citoyen, c'est une crainte que je comprends et personnellement, j'ai dit bien, je partage. Parce que s'il faut mettre suffisamment d'argent, d'énergie, cristalliser les passions, trouver une journée pour commémorer une prime à l'impunité, à l'injustice, ce n'est pas nécessaire. On aura voulu rendre service à la nation, mais on a créé de nouveaux problèmes. Et ces problèmes nous suivent depuis. Alors que l'affaire Norbert Zongo, à partir de ce moment, si on avait pu courageusement affronter un certain nombre de choses, on n'en serait pas là. Donc nous sommes à un deuxième tournant.
Bon, l'histoire nous donne l'opportunité de repartir effectivement sur de bonnes bases. Donc je comprends l'inquiétude du balai citoyen qui est aussi partagée par plusieurs personnes, dont des parents des victimes ou dont des victimes vivantes. Maintenant, c'est comment on y va. Et ma question, il y a beaucoup d'organisations de la société civile, des personnalités politiques, des personnalités physiques ou morales qui sont allés voir M. Diabré, qui ont parlé carte sur table. Est-ce que vous avez rencontré l'orchestre, le chef d'orchestre actuel du ministère de la Justice? Vous avez dit chef d'orchestre. Ça veut dire que c'est lui qui organise l'orchestre, c'est lui qui appelle les musiciens. C'est lui qui pour l'instant, nous n'avons pas été consultés. Pour moi, c'est lui qui est manette. Non, pas consulté, oui. Mais est-ce que vous avez demandé à en savoir davantage? Parce qu'il y en a qui n'ont pas été consultés, mais qui sont partis, qui ont demandé audience en bonne et due forme. Je me rappelle la conférence de presse de Brassard. Moi, j'en avais d'ailleurs fait un avant-propos qui disait que Diabré n'est pas qualifié pour réconcilier les Burkinabés, qui reprochait à Diabré de n'avoir jamais mis les pieds lors des commémorations au niveau du cimetière en faveur des victimes et qui ne connaît même pas le domicile d'une seule victime de l'insurrection du coup d'État et tout, et qui s'était insurgé contre sa nomination à ce poste-là et qui disait d'autres personnalités comme Sungalo Apollinaire Ouattara pouvaient mieux incarner ce rôle. Mais quelques jours après, on les a vus ensemble, on ne sait pas ce qui a été dit. J'en avais fait un avant-propos ici. Moi, ma question, vous, est-ce que vous êtes allé, même si vous n'avez pas été consulté, est-ce que vous êtes allé déjà demander audience pour savoir, à reconnaître, essayer de rencontrer le ministre de la Réconciliation, c'est déjà d'une certaine façon légitimer ce ministère-là. Et pour l'instant, nous n'y comprenons rien. Tant que moi, je parle à mon nom, cette fois-ci, c'est pas au nom du mouvement. Non, vous êtes là ici au nom du mouvement. Mais je suis au nom du mouvement sur certaines questions. C'est la deuxième fois que attendez, je peux m'avancer sur certaines choses. Mais vous savez très bien que les associations, il y a une forme de consensus, il y a débat et échange. Mais en tout cas, moi, je pense que beaucoup de gens comme moi dans le mouvement vont penser la même chose. Il faut un statut clair à ce ministère-là. Qu'est-ce que ce ministère-là, en dehors de la réconciliation, là, qu'est-ce qu'il est venu pour faire? Il y a un document de 6 pages qui a fait le tour d'Internet qui donnait à chaque ministère ses responsabilités. Vous l'avez parcouru? Non, là n'est pas le problème. Nous parlons de la question de la justice. Nous trouvons que ce n'est pas assez clair. Je pense que si nous faisons gaffe, on va casser du sucre sur le dos du contribuable et du citoyen burkinabé. Mais Smoky, ce qui est important, et pour les mouvements comme vous, très bien organisés et suffisamment prudents dans la démarche, il y a d'abord un diagnostic par rapport au ministère. Je vous demande ma question, est-ce que vous l'avez fait pour savoir de quoi véritablement ça retourne? Parce que aller rencontrer quelqu'un pour savoir où il va, ce n'est pas forcément dire je vais vous accompagner. C'est pour dire écoutez, si c'est sur ce chemin, je me retourne. Ou si c'est sur ce chemin, je vous accompagne. Peut-être qu'il faut laisser un peu de temps passer pour voir effectivement quels sont les actes qui vont être menés. Mais vous n'avez pas laissé le temps passer avant de taper sur le... Nous n'avons pas besoin de ce côté-là. Si c'est notre avis là, il est déjà là. Voilà. Peut-être que notre avis peut changer. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour l'or là, je dis qu'il y a une profonde inquiétude au niveau du mouvement pour cette idée de réconciliation nationale, parce que nous pensons qu'il y aura beaucoup de questions qui seront galvaudées et que malheureusement on risque de donner des primes à l'impunité à de nombreuses personnes. Peut-être que le futur peut nous donner tort. Mais justement, est-ce que c'est pas ça le problème? Moi je rappelle les propos pour enchérir sur ce que disait tout à l'heure Bernard Bougma, les propos de Éric-Émile Kinda lors du point de presse. Il dit qu'il nous rencontre. Il parlait en gros de Zéphirin Diabré parce qu'après c'était la question un peu avant. Qu'il nous rencontre ou pas, ce n'est pas un problème. Nous avons une position et nous allons la défendre par tous les moyens. Vous avez votre position certes, mais c'est une question qui est cruciale. Est-ce que vous écoutez la démarche de l'autre? Non, mais oui, écoutez, ça c'est important. Bien sûr il faut s'écouter. Il a peut-être raison d'une certaine façon, mais nous aussi nous n'avons pas tort. Parce que M. Diabré, dans la position où il est, et si effectivement il est en charge de cette réconciliation-là, doit de toutes les façons rencontrer tous les acteurs, qu'ils soient petits ou grands. C'est cela la réconciliation. La réconciliation, c'est pas de dire, moi je rencontre que les gens importants et je laisse les petits. Puisqu'on est censé être sage et on est censé avoir tous les ressorts nécessaires à prendre les décisions. Donc il faut rencontrer tout le monde. C'est dans ses prérogatives, si je ne m'abuse. D'autre part, M. Diabré a rencontré des gens sans que ces gens-là n'aient besoin d'aller le voir. Donc nous disons que nous sommes ouverts à une éventuelle rencontre. S'il veut nous rencontrer, il nous rencontrera. Dans le cas où il ne nous rencontre pas et que des décisions sont prises et que nous estimons qu'elles vont à l'encontre des intérêts du peuple burkinabé, nous aussi nous ferons entendre par la voie démocratique. Voilà, puisque nous vivons sur un État démocratique. Oui, c'est un faux débat.
Est-ce que véritablement c'est un faux débat, cette affaire de la réconciliation? Nous pensons que c'est un faux débat. Posé tel qu'il est, c'est un faux débat. Posé tel qu'il est. Ben oui. Si aujourd'hui, je vous parlais tantôt de l'amour, si nous disons aujourd'hui, oui, le Burkina Faso a besoin d'amour, c'est bon, mais c'est un faux débat. Je veux dire, c'est pas l'actualité, c'est pas la raison qui empêche le Burkina d'acquérir l'amour, c'est quoi? C'est quoi? C'est les manœuvres politiciennes, c'est l'insécurité, c'est le comment on appelle ça? Le niveau de vie moyen des Burkinabés, etc., etc. Là, ce sont des choses concrètes sur lesquelles on peut se positionner pour qu'on y voit plus clair. Mais vous dites que oui, la réconciliation, mais tout le monde a besoin de se réconcilier avec tout le monde dans le monde entier. Pour autant, la solution passe par des décisions courageuses et qui servent véritablement les intérêts et le futur de nos populations. Et notre question, quand vous avez fait votre sortie, il y a un de la société civile qui est parfois sur les plateaux de télévision, Évariste Faustin Consembo, il se pose la question de quelle légitimité, au nom de quoi est-ce que vous prétendez parler au nom du peuple burkinabé sur ces questions de réconciliation? Mais nous sommes tous légitimes en tant que citoyens burkinabés pour s'exprimer. Je suis désolé, ça encore c'est un faux débat. On ne peut pas demander à un citoyen... Il vous accuse de manipuler les Burkinabés. Mais ça le regarde lui. Moi personnellement, ça ne me touche guère. Je pense qu'on ne peut reprocher qu'à ceux qui agissent de se planter. Moi je ne veux pas faire partie de cette majorité silencieuse dont parlait Norbert Zongo. Si lui il veut fermer sa gueule, c'est libre à lui. Mais ma citoyenneté de burkinabé me permet d'intervenir et d'analyser la façon dont est géré le pays. Et j'ai non seulement le droit, mais j'ai surtout le devoir de le faire. Si vraiment je pense que ça peut impacter la situation pour nous tous, quand la case du voisin brûle, c'est aussi ta case qui brûle de toute façon au fur et à mesure. Donc il faut réfléchir à une solution pérenne. Et j'ai envie de participer au débat, mes camarades et moi voulons participer au débat. Mais on peut participer au débat tout en restant poli. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec nous qu'il a le droit de dire tout et n'importe quoi. Nous sommes tous légitimes en tant que Burkinabés de participer au débat démocratique. Tout à l'heure, vous mettiez un point important, c'est la question de justice. Pour vous, ça, c'est... Même quand on doit parler des réconciliations, il ne faudrait pas oublier ce point qui est important. Et puis vous disiez, à la vérité, c'est les Burkinabés qui ont besoin de se réconcilier avec leur justice. C'est des pouvoirs qui sont bien distincts. Hein. Cette justice-là, sur certains dossiers que l'on connaît, ça devrait se faire pour beaucoup et pour ce que vous avez défendu depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une justice même à s'assumer d'abord? Est-ce que ce n'est pas cette justice qui doit se réconcilier même avec les Burkinabés? Mais c'est les deux, ça va dans les deux sens. Mais je veux dire, d'une certaine façon, il ne faut pas non plus, comment on appelle ça, donner du grain à moudre à ceux qui ne foutent rien, qui ne vont rien faire. Parce que si vous donnez les arguments pour que la justice ne se mette pas en branle, sous prétexte, sous couvert de ramener la paix, la cohésion sociale entre parfois des individus qui n'ont pas de problèmes fondamentaux, vous donnez la possibilité à celui qui triche de continuer à tricher ou de tricher 2 fois plus. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, effectivement. Mais logiquement, la justice classique ne devrait pas être dans ce débat-là. Elle continue son boulot. Logiquement, c'est ça son indépendance. La justice classique, je vous rappelle quand même que M. Diabré a rendu ministre d'État, bon, mais peu importe, ce n'est pas forcément ça la question, mais la justice classique peut se servir éventuellement d'une procédure que M. Diabré aurait menée, qui permettrait à un individu X ou Y de surseoir comment on appelle ça, à son jugement, pour dire, écoutez, de toute façon, il faut la réconciliation, donc les gros dossiers, on va les planquer dans les tiroirs. Je dis et je répète, si c'est comme ça que doit être vue la réconciliation, si ce sont des primes à l'impunité qui vont finir par aboutir et des amnisties qui vont être distribuées à certains criminels de ce pays, mais autant ouvrir la MACO. Un voleur de poulet ou un voleur de motocyclette, je ne sais pas s'il est plus coupable que celui qui a volé des milliards ou qui a contribué à l'assassinat de ses semblables. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Si ce sont des primes à l'impunité, allons jusque à la MACO, où il y a de nombreux voleurs même qui ne méritent pas d'être toujours en prison, parce qu'il y en a qui ont passé des années là-bas pour des petits crimes, donc dans des situations pas possibles. Donc on a qu'à ouvrir les portes des prisons de tout le monde. Maintenant, si nous pensons quand même qu'il est nécessaire
faire, qu'il y ait quand même une morale dans ce pays, qu'il y ait une éthique de vie dans ce pays, que finalement il y ait un exemple pour que chacun puisse d'une certaine façon se dire restaurer l'autorité d'État et que chaque citoyen se dise oui, j'ai confiance en mon pays, je vais de l'avant, je respecte les règles. Il faut une morale. Alors il faut légiférer. À vous écouter, la feuille de route de M. Zéphirin Diabré est floue. Il y aurait par moment un agenda caché, mais qu'est-ce que le balai citoyen propose concrètement? Qu'est-ce que nous proposons concrètement par rapport à la question de la réconciliation? C'est simple. Le triptyque dont on a toujours parlé depuis de nombreuses années. Pourquoi changer de formule qui gagne? Vérité, d'abord, dans l'ordre, justice et réconciliation. Mais là, quand on prend la réconciliation, on la met en vedette, c'est-à-dire on prend la fin d'un processus, parce que la réconciliation suppose que les deux précédents volets ont été suffisamment, exploités. Et il comprend la fin du truc, la cerise sur le gâteau, et on vient nous dire que c'est ça qui est le gâteau. Mais dans le discours du chef de l'État, il a été clair. Et nous avons apprécié cela. La réconciliation, c'est l'objectif visé. Mais les étapes intermédiaires ne vont pas passer par perte de profit. Il a dit ce ne sont pas des éléments qui vont être sacrifiés. Il l'a dit. Alors, il l'a dit. Pour compléter la question, tous les acteurs sont d'accord sur ce concept-là. Vérité, justice, réconciliation. Je vous assure que tous les acteurs ne sont pas d'accord. J'ai eu des discussions personnelles avec plein d'individus qui défendent les politiques. On peut avoir des noms. Non, ce sont des... ça ne sert à rien que je donne des noms. Quand je dis des individus, je parlais de protagonistes de l'ancien régime, de gens qui se positionnent politiquement, des questions... Parce qu'en réalité, cette question de la réconciliation a été taillée sur mesure pour les politicards de la même basse-cour. Elle est taillée. Sinon, quand vous parlez de Yirgou n'a pas donné lieu à un tel branle-bas de combat communicationnel sur une éventuelle réconciliation, y compris de justice. C'est vrai que le dossier est en justice. On n'a pas brandi la réconciliation nécessaire entre les fils et filles de ce pays avec un tel impact communicationnel. Donc c'est un concept qui a été créé un peu avant la campagne, qui a continué pendant la campagne, etc. On voit bien que c'est un but politique. C'est pour permettre d'une certaine façon que tous ceux qui à un moment donné tous ceux qui ont d'une certaine façon commis des crimes, des crimes le plus souvent politiques, puissent réintégrer la basse-cour et continuer de se balader. Et c'est ce que nous disons. Nous disons non. Si effectivement des gens comme Luc Adolphe Tchao sont venus se mettre... Ça, c'est des gens qui, je pense, qui ont le sens de l'honneur burkinabé à la disposition de la justice. Et ils ont été libérés, ils sont libres, ils circulent, ils peuvent mener le travail qu'ils veulent, la carrière qu'ils veulent. Et c'est cela, c'est le sens de la responsabilité. Nous disons, ces gens-là qui passent le temps à réclamer encore et à cri une réconciliation nationale tout en omettant la justice là. Qu'ils aient ce courage là aussi, puisqu'ils se disent effectivement patriotes, qu'ils aient ce courage là aussi de se dire, si j'ai commis un crime, que la justice me juge. Nous sommes tous justiciables. À commencer par moi-même et tous ceux qui sont au Burkina Faso, de quelque côté d'où on vient, qu'on soit fort, qu'on soit petit, qu'on soit maigre, on est tous justiciables. Et c'est cela la morale que nous défendons, pas autre chose. D'accord. Là, il faut remarquer également certains acteurs politiques ne facilitent pas les choses. Donc, quand au détour d'une interview, un vice-président affirme que sans Blaise Compaoré, ils n'auront pas la réconciliation, sans qu'il ne soit sur le territoire burkinabé, c'est taillé sur mesure. Là, c'est pourquoi j'ai dit, la réconciliation, personne n'est contre. Mais faire en sorte que ce ne soit pas l'apanage de certains privilégiés, ça c'est un élément très important. Je dis bien, l'histoire de la journée du pardon nous enseigne très bien. Et on se rappelle en ce moment dans quelle difficulté était Monseigneur Sanon de Bobo. Mais peut-être qu'on a utilisé, exploité dans le processus, c'est peut-être pas l'acquitter. Parce que s'il faut répondre, il faut peut-être que je ne sais pas si l'interview en question vous l'avez lu. Mais ça se trompe aussi que de penser que la réconciliation nationale n'est que le fait de rapprocher des acteurs politiques. Ça aussi c'est se tromper. C'est le sentiment général de tous ceux qui se tromper. Parce que ce qui est important, c'est qu'on aille à la réconciliation de façon objective et de façon sincère. Et que ce ne soit pas dans une logique de jeu de Dieu. La démarche du balai citoyen, je ne la partage pas forcément, mais il y a des réalités, des vérités à l'intérieur dues au fait que la même histoire récente du Burkina nous rattrape et nous enseigne par rapport à la méthode à faire pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes travers. En son temps, c'était l'effort du moment qui avait orchestré. Aujourd'hui, ce sont les forts du moment qui orchestrent, comment on appelle ça. Il peut y avoir une inversion de jeu de rôle au fur et à mesure qu'on avance.
ces dossiers emblématiques sur lesquels on parle de réconciliation n'allaient pas être ouverts s'il n'y a pas eu une insurrection. Parce qu'il y a eu quoi? Changement de rapport de force. Donc il ne faudrait pas que, comme on est fort au moment on cache les choses, après, bon, voilà, ça va nous rattraper. C'est pourquoi j'ai dit. Sinon, dans la démarche, il n'y a pas. C'est pourquoi j'ai dit, mais le chef de l'État dit ces questions seront prises en compte. Il nomme un ministre et vous n'êtes pas sûr qu'il puisse effectivement l'incarner. Je n'arrive pas à comprendre. Ah, mais écoutez, Blaise Compaoré à son époque aussi avait dit que ces questions seraient prises en compte. Elles ne l'ont pas été. Oui, donc ce n'est pas parce qu'un politicien dit que effectivement nous reconnaissons ça, nous applaudissons quand il dit que la justice doit être incontournable. Ceux-là qui doivent répondre à la justice doivent le faire. Mais nous attendons de voir qu'effectivement se suivent des actes. Nous n'allons pas attendre tranquillement comme ça que les choses se fassent. Il faut bien que d'une certaine façon nous prévenions. Nous disions que effectivement ce pays-là mérite quand même qu'on ne se foute pas de la gueule du citoyen burkinabé. Ce pays-là mérite que justice se fasse. Ce pays-là mérite que ceux pour quoi nous sommes toujours battus depuis les années 60 à ce jour puissent enfin trouver une raison. Alors, voilà. Monsieur le juge, vous avez 30 secondes chacun pour donner votre lecture par rapport justement à la prise de position du balai citoyen par rapport à cette question-là. Parce qu'on est au terme de cette émission. Commence par vous, Bernard Bougou. Bon, c'est sa position. Que le balai assume sa position. Donc, il y a des éléments à l'intérieur que je ne partage pas forcément, mais des éléments aussi à l'intérieur que, enseigner sur l'histoire récente du Burkina, je partage. Donc, sur ces questions, j'ai dit c'est le balai également qui est connu par sa ligne et qui sort à un moment donné, quand tu le veux. Bon, nous sommes également dans une logique de, comment on appelle ça, de liberté d'expression et de respect aussi de l'opinion de l'autre. Je pense que la conclusion, c'est que c'est un vrai débat déjà et que, deuxièmement, tout le monde a raison d'être vigilant et que, je répète, ce ne soit pas seulement à penser qu'il faille rapprocher, peut-être par perte et profit des acteurs politiques ou bien des intérêts, mais que cette réconciliation serve vraiment la nation pour que ça ait son sens national. C'est ça le plus important et pour cela il faut de la vigilance et je pense que c'est chacun dans son rôle. Merci Serge Bambara, je rappelle que vous êtes un porte-parole du mouvement Balai Citoyen. Merci d'avoir accepté notre convocation. J'espère que nous sommes réconciliés maintenant. Je pense que la question est... Est-ce là sans aucun frère, ni communication politique d'aucune sorte. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Nous allons dire également merci aux téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour notre convocation. Excellente journée en compagnie justement de ces médias leaders.